Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 160 et quelques émissions, je ne sais même plus, de Justice citoyenne, regard croisé entre citoyens et avocats avec Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, également avocat au barreau de Paris. Vous venez, pour ceux qui l'ont loupé peut-être, vous venez d'assister pour certains à l'émission précédente, le petit Flash Info, où David nous a reparlé que j'ai suivi en direct, c'est pour ça que j'étais presque pas prêt, parce que j'étais concentré sur le téléphone à suivre justement le Flash Info de David sur notamment la représentation, on va dire, lors des élections. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que nous disent nos textes là-dessus? C'était très intéressant. Donc, je vous invite à retourner sur sa chaîne pour écouter pour voilà, demain, après-demain, etc., après cette émission, puisque là, nous sommes en direct. C'était assez intéressant à écouter. Donc, merci pour ce petit flash info, David. Ce soir, nous allons reparler d'un sujet majeur, que je trouve majeur, même si je n'ai pas d'enfant, notamment de tout ce qui est instruction en famille. Nous avons déjà fait des émissions précédentes sur le sujet que je vous invite à retrouver soit sur la chaîne de David, soit également sur la mienne. Donc, David Guyon, avocat ou Pierrick Thévenon. Pensez à vous abonner, liker et partager. Sur l'instruction en famille, vous tapez dans le moteur de recherche instruction en famille, David Guyon, par exemple, émission Justice citoyenne, vous allez retrouver déjà tout ce qui a été dit. Puisque chaque année, en fait, rappelez-vous, donc là, on arrive à la période, c'est ce que vous nous expliquez, David, sur la période notamment où nous avons notamment, vous devez redéposer vos dossiers. Vous savez que ça a été énormément restreint suite à une loi de 2023, 2022, je ne me rappelle plus. David, je pense, va nous faire un rappel là-dessus. Voilà, comment on va dire essayer de défendre vos dossiers pour faire l'instruction en famille. C'est ce que l'on va discuter tout de suite avec David. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en commentaire. On tentera d'y répondre en fin d'émission. Bonsoir David, comment vas-tu? Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur l'école à la maison, l'instruction en famille, l'instruction à domicile. Toutes ces expressions revêtent exactement la même signification. C'est finalement la liberté de pouvoir instruire ses enfants dans les conditions que l'on souhaiterait. Je dis bien que l'on souhaiterait puisque, évidemment, tu l'as évoqué, hein, mais depuis la loi du 24 août 2021, l'instruction en famille, l'école à la maison est devenue un droit assez théorique et illusoire. Raison pour laquelle chaque année, j'ai le plaisir avec toi de co-animer une émission sur l'instruction en famille, au minimum une, mais j'ai presque envie de dire presque on est quasiment à deux par an. Et chaque année, c'est l'occasion de pouvoir vous faire part un peu du retour d'expérience qu'on a pu acquérir sur le sujet, des évolutions, puisqu'évidemment, depuis 2022, ça a quand même un peu bougé, des dernières jurisprudences et des questions que vous êtes toujours plus nombreux chaque année à me poser lors des rendez-vous que vous prenez avec mon cabinet. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas la possibilité de s'offrir les moyens de consulter un avocat. C'est la raison pour laquelle je permets de faire ces émissions et les articles juridiques qui accompagnent chacune de ces émissions, qui sont véritablement une Bible. Donc, allez les consulter. Vous retrouverez dessus nos différents articles. Vous retrouverez les articles de loi qui sont importants et qu'il vous faut absolument maîtriser. Vous retrouverez également les décisions de justice que nous avons obtenues ou que certains de nos confrères ont obtenues et qui vous permettront d'illustrer la manière avec laquelle le juge considère que l'instruction en famille n'est pas un droit théorique et illusoire. Et oui, on va revenir là-dessus. C'est bien ça, la grande chose à retenir de cette émission, c'est que l'administration est particulièrement restrictive, alors que le juge administratif, lui, est plutôt assez ouvert à l'instruction en famille. Ça ne veut pas dire que c'est 100% de réussite, évidemment, mais ça veut simplement dire qu'on a quand même des retours positifs chaque année, et en référé, et sur des décisions au fond, et évidemment, je justifierai de chacune de ces décisions. Je rappelle que vous avez la possibilité de retrouver d'ailleurs une émission interview que j'avais fait avec une mère qui avait sollicité l'instruction en famille, notamment pour son enfant qui était victime de harcèlement scolaire. Bon, ça tombe bien, c'était une émission dont on avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que notre cher Gauthier vous en montrera des extraits parce que c'est véritablement une émission qui est fondamentale. L'instruction en famille a été d'ailleurs pensée en grande partie pour ça. Alors, posez toutes vos questions en commentaire, on y répondra à la fin de l'émission. Je vais aller droit au but, puisque comme je l'ai dit, ceux qui regardent nos émissions aujourd'hui connaissent déjà très bien l'instruction en famille. L'article L131-5, qui est un peu l'alpha et l'oméga de l'instruction en famille, qui vous dit que pour obtenir l'IEF, vous avez 4 motifs
4 motifs invocables. Il faut choisir votre motif, hein, vous ne pouvez pas en faire une demande en soulevant chacun de ces motifs. Et pour chacun de ces motifs, vous avez les dispositions réglementaires du Code de l'éducation qui vous listent un peu les documents à fournir. Je dis un peu les documents parce que, évidemment, il y a quand même une grosse partie de « on ne sait pas trop ». Lorsque notamment on parle de l'itinérance de la famille, quels sont les documents à fournir pour démontrer une itinérance? Ben là, vraiment, c'est au cas par cas. Hein. Là, c'est très difficile, mais concrètement, on se base sur ce qui existait déjà dans le passé. Et puis, éventuellement, si on a déjà une idée des différentes villes dans lesquelles la famille va itinérer, eh bien, à ce moment-là, on fournit les justificatifs. Mais c'est quand même assez compliqué. Et là, le droit n'a pas vraiment de réponse. Je vous indiquerai un peu ce que les tribunaux considèrent comme étant pertinent. Et sur cette base, évidemment, vous établirez votre stratégie. Alors, évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est tout d'abord, il vous faut une autorisation. Là, c'est la première chose, mais c'est vraiment fondamental. J'ai eu récemment une famille qui m'a contacté, qui m'a dit « Écoutez, maître, nous, on ne sollicite plus d'autorisation. » Je dis « Ah bon, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? À quel point, qu'est-ce qui vous est passé dans la tête ?» Ils ont considéré que, comme l'instruction en famille était devenue théorique et illusoire, puisqu'il y avait énormément de refus. Alors, je vous invite quand même à consulter les chiffres de la DSDEN, mais c'est plus de 55 000 refus chaque année qui sont distribués. Alors, on constate une baisse des refus, c'est assez simple, c'est qu'il y a moins de demandes. Et pourquoi il y a moins de demandes? Il y a une partie qui font leur tambouille de leur côté, je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas faire ça. Puis il y a une autre partie qui, évidemment, simplement se sont dissuadés de solliciter l'instruction en famille. Donc c'est pour ça, vous allez voir que là, ici, il faut vraiment être pertinent. Alors, donc cet ami me consulte, me dit « je n'ai pas sollicité l'IEF » et pas de chance, ils sont convoqués par le procureur de la République qui souhaite les entendre parce que c'est une infraction. Et oui, ne pas instruire son enfant dans un établissement scolaire, c'est une infraction. On verra tout à l'heure un peu les différentes peines qui sont possibles parce que clairement, je pense qu'il faut en avoir conscience avant de se dire qu'on ne va pas demander l'autorisation préalable pour obtenir l'instruction en famille. Donc, ils me disent, on n'a pas sollicité l'instruction en famille, on était quasiment sûr que ça ne marcherait pas, donc on ne s'est pas aventuré à faire ça. Bon, là, c'est problématique, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose quelqu'un qui a demandé l'autorisation, qui a contesté devant le juge, et qui, malgré les demandes de la DSDEN, n'a pas souhaité inscrire son enfant dans un établissement scolaire, et une personne qui n'a jamais cherché à respecter un minimum les dispositions légales fixées par le législateur. Ce n'est pas du tout la même situation. Dans une première des situations, c'est la pratique encore une fois, mais tant que nous n'avons pas la décision définitive rendue par le juge administratif, je constate que les procureurs de la République ne s'engagent pas dans des procédures pénales. Pourquoi? Parce que si vous aviez une décision favorable, qui n'est pas forcément au moment du référé, je rappelle encore une fois, vous avez le référé, on y reviendra tout à l'heure, qui est les premiers jours avant la rentrée scolaire, que vous avez sollicité, puis ensuite vous avez la procédure sur le fond qui peut durer une année, parfois un peu plus, et vous allez me dire à ce moment-là, oui, mais bon, quel est l'intérêt d'obtenir une autorisation d'instruction en famille, parfois une année après, voire parfois dans des cas 2 ans, et là, on est complètement, pour moi, c'est un délai anormalement long de la justice. Quel est l'intérêt d'obtenir une décision assez tardivement, alors que nous, notre priorité, c'est qu'au 1er septembre, la rentrée scolaire puisse se faire à la maison? Eh bien justement, lorsque vous êtes poursuivi pénalement, ce que l'on constate, c'est que les procureurs de la République ne s'aventurent pas dans des citations directes, c'est-à-dire on vous convoque au tribunal correctionnel, vous êtes convoqué, et puis vous êtes traité de la même manière que le dealer, que celui qui a tapé sur sa bonne femme. Enfin, c'est un joli panel de personnes, évidemment, avec qui vous allez vraiment vous dire que vous n'avez rien à voir, mais vous serez tous considérés comme potentiellement mis en cause dans des faits relativement graves. On va revenir dessus. Donc, si vous obtenez une décision qui vous est favorable, et Dieu sait que ça arrive quand même beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, et dans ce cas-là, l'élément matériel qui caractérise cette infraction disparaît. Et donc, vous ne pouvez pas être condamné. Donc, tant que vous justifiez l'existence d'un contentieux administratif, vous pouvez toujours dire au procureur de la République, attention, il y a un élément matériel qui n'est pas encore certain. Pourquoi? Parce que certes, le refus d'instruction en famille, le fait de contester n'a pas d'effet suspensif, c'est-à-dire que ça ne vous permet pas de vous exempter de l'obligation d'instruction, mais ça permet quand même de dire au procureur de la République, attention, moi j'ai respecté la loi, je me suis conformé, j'ai utilisé toutes les voies de droit qui m'étaient ouvertes, et surtout, pour l'instant, l'élément matériel, il n'est pas définitif. Ce serait donc terrible de devoir me sanctionner, alors que l'élément qui fonderait vos poursuites aujourd'hui pourrait tout à fait disparaître a posteriori.
Ce serait dramatique pour le procureur de la République. Et donc, dans les faits, mais il n'y a pas de règle, et peut-être que certains procureurs nous regardent aujourd'hui, mais dans les faits, j'ai constaté quand même que nos clients qui avaient fait toutes les démarches et qui avaient contesté devant le juge administratif n'avaient pas été cités directement devant le tribunal correctionnel, chose qui, en revanche, pour ceux qui n'ont pas du tout cherché à faire les démarches, est le cas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que faire lorsque, notamment, vous avez un refus d'instruction en famille? Alors, là, c'est des questions qu'on me pose très souvent. Je vous ai donné vraiment tout le modus operandi dans notre article juridique et je vais vous le synthétiser ici. Première chose, on sollicite immédiatement un avocat. Alors, je ne dis pas mon cabinet, évidemment, on a plein d'avocats extrêmement compétents partout en France, donc vraiment, choisissez comme vous le souhaitez. Encore une fois, je le dis toujours, on ne choisit pas un avocat par rapport à sa proximité géographique. Ce n'est pas un voisin que vous avez besoin, c'est un avocat. Donc, s'il est au bout de la France, mais que c'est celui qui est la référence sur le sujet, vous prenez cet avocat, c'est vraiment extrêmement important, surtout en matière d'IEF. Là, pour le coup, on est sur des règles extrêmement précises et drastiques. Le moindre écart, le moindre fait de ne pas respecter parfaitement la procédure peut vous être préjudiciable. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un refus d'IEF? Eh bien, on saisit son avocat très rapidement et on fait ce qu'on appelle le recours administratif préalable obligatoire. Donc là, on est dans les starting blocks, 1er mars, 31 mai, vous avez fait votre demande, vous avez apporté tous les justificatifs, vous avez vraiment fait le maximum. Vous êtes la plupart du temps déjà parfaitement informé, on parle vraiment à des initiés ici, donc je considère que vous savez de quoi on parle, et malheureusement, vous avez un refus. Dans ce cas-là, je vous invite à faire quoi? Vous consultez un avocat et puis vous examinez ensemble les motifs du refus. Parfois, c'est des motifs qui peuvent être facilement contestés, contestables. Nous, ce que l'on fait au sein du cabinet, c'est qu'on regarde l'ensemble de votre dossier, on regarde s'il y a des choses, des points qui peuvent être optimisés, et évidemment, on vous apporte tous les éléments que vous pouvez améliorer. Eh bien, la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, on réussit à obtenir des décisions qui sont meilleures devant la commission du rectorat. Donc, première chose à faire, on sollicite son avocat, on prépare une stratégie et on redépose une demande. On redépose l'intégralité de la demande. Moi, c'est ce que je considère. Pourquoi? Parce que la commission va prendre une nouvelle décision qui va se substituer à la première. Et donc, par conséquent, si on veut qu'elle puisse se prononcer parfaitement, il faut lui apporter tous les éléments que vous aviez présentés devant la DSDEL. Donc, on ne fait pas qu'un seul courrier, on refournit l'intégralité du dossier. Ça, c'est la première chose. La plupart du temps, dans vos demandes, la difficulté que vous avez, c'est que vous avez moins axé sur l'intérêt de l'enfant, lorsque notamment vous sollicitez un motif 4, qui est très souvent quand même la très grande majorité des demandes, vous allez mettre en avant, sans le faire exprès, mais un peu l'intérêt de la famille. L'intérêt pour la famille d'organiser l'instruction à la maison. Ça, c'est la mauvaise stratégie. Il faut reprendre les faits à l'envers, il faut partir de l'enfant et expliquer pourquoi, dans son intérêt, ça va être bénéfique pour lui d'être instruit à la maison. Et c'est parfois la même chose, c'est la même histoire, mais juste présentée différemment. Et ça, c'est une erreur qu'on rencontre très souvent, c'est effectivement des parents qui ont besoin, pour leurs besoins familiaux, pour leur organisation personnelle, d'avoir une instruction en famille. Et là, c'est le mauvais point de départ, il faut vraiment repartir totalement à l'inverse. Ce n'est pas très compliqué à corriger, et on voit très souvent que les retours sont assez positifs. Donc ça, quand vous avez un refus, 15 jours, qu'attention, pas un jour de plus, 15 jours. Et une fois que la commission est saisie, elle a 2 mois pour se prononcer. Si elle ne vous donne aucune réponse, c'est une décision implicite de rejet. N'attendez pas. Vraiment, n'attendez pas. Meilleur conseil que je vous donne, n'attendez pas le 1er septembre pour saisir le tribunal administratif. Vous saisissez ensuite le tribunal administratif, c'est le tribunal qui est compétent, et vous faites 2 choses. Vous faites un recours en annulation et vous faites un référé suspension. Le recours en annulation, c'est pour contester le refus de l'autorisation. Le référé suspension, c'est pour obtenir l'autorisation dans les plus brefs délais. Évidemment, ce qu'on veut, c'est que l'enfant puisse bénéficier de l'instruction en famille le plus rapidement possible. Est-ce que je vois d'autres choses? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, je ne vais pas trop m'épancher dessus parce qu'il y a plein d'autres choses à voir ensemble. Et cette émission, vous l'aurez compris, doit être analysée avec les autres émissions que nous avions déjà vues. Alors, autre question qu'on me pose, qui peut faire l'école à la maison? Alors évidemment, ça peut être la mère, ça peut être le père, ça peut être les deux. Mais ça peut être aussi une tierce personne qu'ils vont désigner comme étant le responsable de l'enseignement à la maison. C'est tout à fait possible, c'est prévu par les textes. Et à ce moment-là, une des conditions qu'on va demander, c'est d'avoir la capacité à instruire. Alors on parle de capacité à instruire. Dans les faits,
les textes qui nous intéressent prévoient notamment d'avoir au minimum le baccalauréat ou un diplôme équivalent. Donc, dans les faits, on va vous demander de fournir ce diplôme. Certains disent que cette exigence ne concerne que le motif 4. Moi, je pars du postulat qu'il concerne en réalité tous les autres motifs. Mais là, la jurisprudence tranchera peut-être, puisque les textes le prévoient notamment pour le motif 4. Donc, on verra, mais moi, je ne prendrai pas de risque, je fournirai ces documents pour justifier la parfaite capacité à instruire l'enfant. Alors, on avait parlé tout à l'heure des risques de refus. C'est quoi le risque de refus si vous ne respectez pas le refus d'instruction en famille? Je vous expliquais, donc là, on est dans le contexte suivant, vous faites votre demande, vous respectez tout parfaitement, mais malheureusement, vous avez un refus. Qu'est-ce que vous devez faire? Tout de suite, la première chose à faire en tant qu'avocat, évidemment, c'est de vous dire, vous instruisez votre enfant dans un établissement scolaire, public, privé, le CNED, ce que vous voulez, mais il vous faut absolument instruire votre enfant dans un établissement scolaire. Vous ne pouvez pas, à défaut, vous êtes en infraction. La première étape, ça va être la mise en demeure de la DSDEN. Mais là, j'ai envie de dire, c'est l'entrée en matière, d'accord? Là, il faut commencer à s'échauffer, ça va commencer effectivement à partir un peu en sucette, mais ça peut s'arrêter là, d'accord? 8 cas sur 10, ça ne va pas plus loin. Mais n'oubliez pas, même si les statistiques vous sont favorables, quand ça vous tombe dessus, pour vous, c'est 100%. Donc, attention, les sanctions pénales, c'est notamment une contravention de 5e classe, donc le cas d'instruction sans autorisation, c'est une amende. Ensuite, on a notamment le délit à soustraction à l'obligation scolaire. Là, ici, c'est non-inscription d'un enfant malgré une mise en demeure. Ici, c'est 6 mois d'emprisonnement, 7 500 € d'amende. Et oui, ça tape fort. Hein. Donc là, ici, on voit qu'on commence à être vraiment un délinquant. Je vous dis, vous êtes appelé avec les mêmes personnes qui font du trafic de drogue et qui tapent sur leurs bonnes femmes. 2 salles, 2 ambiances, mais vous êtes à la même audience. Enfin, vous avez le manquement à l'assiduité scolaire. Là, ici encore, on est dans le cadre d'une contravention. C'est une contravention 4e classe, c'est 750 €. Ça tape sur les doigts, mais ce n'est pas non plus totalement dramatique. Bien évidemment, toutes ces sanctions s'accumulent. D'accord, là, il y a concours réel d'infraction. Pas de souci là-dessus. Mais ça peut partir plus loin. Vous pouvez avoir un signalement au procureur de la République. Donc là, vous êtes cité directement devant le tribunal correctionnel. Et vous pouvez avoir une saisine du juge des enfants qui vont mettre leur nez dedans pour savoir si vous êtes des bons parents. Donc vous voyez comment ça peut vite partir en sucette. Moi, je l'ai toujours dit, s'il y avait une chose à retenir de cette vidéo, là, c'est vraiment un short vidéo à faire, je suis totalement favorable à l'instruction en famille. Je trouve que cette loi du 24 août 2021 crée un contentieux de masse qui est totalement inutile. Il est totalement inutile. Pourquoi? Parce que ça fonctionnait très bien avant. Ça fonctionnait très bien avant, et surtout, si vous reprenez le travail du rapporteur de cette loi, il y avait uniquement pour objectif d'encadrer davantage l'instruction en famille sans jamais réduire cette liberté. C'était vraiment de se dire, on va surtout et avant tout pouvoir empêcher des parents qui seraient dans une sorte de fanatisme religieux d'isoler leurs enfants des écoles de la République pour pouvoir ainsi les neutraliser et ramener leurs enfants sur les bancs de la République. C'était ça le motif initial de cette loi. Là, ici, à qui aujourd'hui cette loi est en train de pénaliser? Cette loi est en train de pénaliser des parents qui avaient parfois toujours bénéficié de l'IEF et qui, du jour au lendemain, se voient supprimer cette possibilité. Surtout, on voit une sorte de rupture d'égalité devant la loi. Vous avez des dossiers qui, devant certaines DSDEN, vont parfaitement passer, et à même dossier, même demande, devant une autre administration, vont être refusés. Vous avez des dossiers qui, au cours d'une année, vont être acceptés, puis l'année d'après, alors qu'il s'agit exactement du même dossier, va être refusé. Vous avez parfois, au sein d'une même fratrie, des enfants qui se voient accorder l'autorisation d'instruction en famille, et d'autres qui se le voient refuser, alors qu'il s'agit de la même fratrie. On a en fait une totale disparité, sans aucune logique particulière, et si bien qu'aujourd'hui, en tant qu'avocat, je ne peux pas vous dire quelles sont les bonnes recommandations qui vous permettent à coup sûr d'obtenir l'IEF. C'est impossible parce que, en fait, je ne suis même pas sûr que l'administration elle-même le sache. J'ai l'impression, mais c'est un retour d'expérience, vous me direz, qu'il y a des quotas. Si vous êtes dans les quotas, tant mieux. Et si vous n'y êtes pas, on vous refusera l'instruction en famille. Et surtout, on a un contentieux de masse. On a des gens qui n'avaient jamais eu affaire à la justice, qui aujourd'hui ont l'obligation de saisir le juge quasiment parfois chaque année. Nous, on a des clients qui reviennent chaque année nous dire, bon, on va saisir l'instruction en famille, on va saisir l'administration, puis derrière, on vous mandate, donc vous allez saisir de nouveau.
eh bien, l'école, le tribunal administratif. Donc, on a vraiment un contentieux de masse qui est totalement inutile, qui occupe les procureurs de la République et qui occupe les tribunaux administratifs qui ont bien autre chose à faire. Et ça, c'est bien malheureux. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, on voit que l'objectif principal du législateur, mais ça n'engage que moi, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, il y a l'idée de dire vos enfants ne sont pas vos enfants. On va les instruire comme on a envie de les instruire, c'est-à-dire en leur mettant de la bonne culture woke, en leur mettant de l'éducation sexuelle à quoi savoir en faire. Et évidemment, on va en faire des bons citoyens, bien soumis aux injonctions parfois contradictoires, si bien que lorsqu'ils penseront port du masque en extérieur, plage dynamique, vous voyez, vous êtes plutôt bien éduqués, vous dites, mais j'ai pas compris le sens de la mesure, si ce n'est de vous vouloir m'humilier. Eh bien, eux, ça leur rappellera leur petite Madeleine de Proust. Ils se diront, mais c'est vrai, quand j'étais gamin, je me rappelle de cette époque. Pour moi, c'est pas anormal d'avoir une règle qui ne veut rien dire. C'est normal, ça fait partie de mon éducation. Et voilà comment vous réussissez, grâce à l'école, à en faire des bons citoyens qui ne discuteront jamais des mesures qui seront prises, et ce, même si elles sont totalement contradictoires, anarchiques, sans aucune logique. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, le risque principal de l'absence de possibilité d'instruire son enfant à l'école, à la maison. Donc, voici pour moi, une des raisons principales pour laquelle mon cabinet est engagé drastiquement dans ce combat, c'est parce que c'est un contentieux de masse qui est totalement inutile, qui occupe les juridictions pour des raisons qui ne devraient pas l'être, et qui conduit un grand nombre de parents à se placer dans l'illégalité parce que, de toute façon, pour beaucoup d'entre vous, ce choix et ce mode de vie, c'est pas une administration qui va vous y mettre fin. Et ça, en tant qu'avocat, on doit vous accompagner le plus possible dans cette mesure. On doit faire en sorte de pouvoir vous permettre d'optimiser vos chances de succès, et quand on sait que vous n'allez pas vous mettre en conformité, de pouvoir vous s'adapter à la stratégie à mettre en place pour vous permettre d'éviter le pire. On n'encourage jamais les parents, évidemment, à se mettre dans l'illégalité. On part simplement du postulat que si ces derniers ne se mettent pas en conformité, quelles sont les options qu'on peut avoir? C'est ça, en tout cas, en tant qu'avocat, la manière dont je conçois mon métier. Si j'avais voulu être un juriste, je vous dirais voilà comment ça s'applique, et puis je ne chercherai pas à vous apporter d'autres solutions. Mais si je suis avocat, je dois partir du principe que vous avez une multitude de solutions et que chacune de ces solutions peut vous entraîner dans une voie qui est plus ou moins dommageable. C'est ça le métier d'avocat. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'instruction en famille. Alors, il y a encore plein de questions auxquelles j'aurais voulu répondre, mais vous l'aurez compris, l'émission de ce soir serait bien trop longue pour pouvoir aborder tous ces points. Mais vous pourrez retrouver sur notre article juridique de ce jour la très grande majorité des questions que l'on me pose en rendez-vous et pour lesquelles j'ai apporté des réponses très précises. Encore une fois, je rappelle toujours que oui, accéder à un avocat a un coût, et c'est la raison pour laquelle j'essaie au maximum d'apporter des informations pour ceux qui n'ont pas le privilège de pouvoir s'offrir ces services. Vous avez ici une vraie possibilité, en 2026, d'avoir toutes les informations que nos clients peuvent avoir et de les mettre à votre disposition gratuitement, offerts, pour que vous puissiez les utiliser le mieux possible. Eh ben, en tout cas, merci à toi. Excuse-moi, j'ai eu un petit bug de connexion il y a 2 secondes. Merci pour toutes ces explications. Je crois qu'on n'a pas spécialement eu de questions dessus, donc n'hésitez pas à mettre, pour ceux qui regardent en replay cette émission, à mettre des commentaires si toutefois vous avez des questions et on tentera éventuellement, David sera, on va dire, regardant pour voir s'il y a également des questions complémentaires. On avait pris un petit peu de retard pour cette émission avec le flash info juste avant. Je vous rappelle, voilà, on est en direct ce lundi 23 février 2026. Il est 21h16. Pensez à liker, vous abonner, partager autour de vous, notamment aux parents, donc sur les groupes WhatsApp de parents qui souhaiteraient refaire l'instruction en famille, etc. Cette émission est faite pour vous. L'article juridique également est fait pour merci encore une fois travail qui nous est offert. Si on peut dire ça ainsi, puisque je vous rappelle quand même, encore une fois, je ne fais pas c'est pas pour, vous connaissez mon franc-parler, hein, je vais pas faire du lèche-bot ou du quoi que ce soit, je vous rappelle qu'une consultation juridique limite juste l'émission que vous venez de faire est habituellement, normalement, payant. Voilà, consulter un avocat qui vous fait un point juridique, c'est une prestation qui est payante, au même titre que vous allez voir un expert pour je ne sais quoi, qui va vous donner des conseils, on va dire, comme un consultant, on va dire, sur des sujets particuliers qui dépassent vos connaissances et vos compétences, et c'est la raison pour laquelle vous allez voir un avocat. Donc merci encore à toi, David, pour tout ce travail. De quoi parlons-nous lundi prochain ? Alors lundi prochain, mon cher Pierrick, nous allons parler des enjeux des élections municipales.
beaucoup se disent, bon, on va élire un maire, mais concrètement, que peut faire ce maire? Ça me paraît important. On sera dans l'actualité, hein. Les prochaines élections ont lieu le 15 mars prochain. Ça me paraissait intéressant d'expliquer un peu l'enjeu de cette élection au regard notamment des décisions que peut prendre un maire dans votre commune. Voilà un petit peu le sujet d'actualité. Si vous trouvez ça intéressant, vous partagez, vous vous abonnez. Et évidemment, un petit pouce, ça ne mange pas de pain. Et nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Et ben en tout cas, sujet super intéressant. J'ai hâte d'écouter. Voilà, je pense que tu vas aborder en fait finalement un petit peu quelles sont les limites des compétences du champ d'action, notamment du maire. C'est exactement ça. En fait, quels sont les grands pouvoirs des maires dans les communes, de manière à ce qu'on puisse comprendre comment ils vont impacter votre vie de tous les jours. Et Dieu sait que certains impactent vraiment vos vies de tous les jours, beaucoup plus que vous ne le pensez. Et pour éviter toute mention ou toute Et ben en tout critique cas, merci à politique, toi, merci à toutes et tous. D'accord, merci. Parce que moi, il y a eu un petit décalage également de bug, c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler en même temps. Merci en tout cas à toi, j'ai hâte d'être lundi prochain. Je vérifie juste que je ne suis pas de garde de nuit. Ah oui, je ferai en sorte d'être là, sachant que je serai en déplacement sur Paris. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui nous suivent dans le cadre de mon projet, d'un gros projet, on va dire pour mon entreprise également. Bref, je serai pendant 2 jours sur Paris. Je te redirai si je peux y assister, parce qu'en plus, je suis, on va dire, en déplacement avec mon alternante commerciale. Voilà, pour ceux qui ont suivi, j'ai recruté quelqu'un. Bref, on se redira ça, j'espère. Enfin, dans tous les cas, je vais essayer de me libérer, je vais voir comment est-ce qu'on peut faire pour y assister. Voilà. En tout cas, merci à toutes et tous. Pensez à liker, vous abonner. Pardon? Avec plaisir. Tu me disais, il y a un décalage, je crois. Ça marche. Voilà, pensez à vous abonner, liker, partager autour de vous, de la chaîne YouTube Avignon Avocat. Et puis nous, on se retrouve donc à 20h30 dans Justice Citoyenne, regard croisé entre citoyens et avocats. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Pierrick, générique.